Il est 12 h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition Afrique Midi de ce dimanche 24 février. Nous partons tout d'abord avec les titres. À Gao, au Mali, la priorité des troupes maliennes et françaises est de sécuriser les lieux. Après les violents premiers jours, l'heure est au déminage. En Égypte, les élections législatives auront lieu à la fin du mois d'avril. L'opposant Mohamed El Baradei a appelé samedi au boycott, invoquant un acte de tromperie de la part du président Mohamed Morsi. À Gao, les combats ont cessé, mais les dangers rôdent à tous les coins de rue. Soldats maliens et français tentent de nettoyer la ville des mines dispersées par les djihadistes. C'est une nouvelle journée dangereuse pour les habitants de Gao, car 2 jours après les combats, les morts peuvent encore tuer. Ce soldat malien vient de retrouver une goupille de grenades sur le corps de ce djihadiste. La population se tient prudemment à l'écart. Heureusement, cette fois-ci, le cadavre n'est pas piégé. Partout dans les ruines, il y a des dangers. Qu'est-ce qu'il y a ici, là? Des grenades comme ça. Non, touchez pas, touchez pas. Si ce militaire est aussi décontracté, c'est parce qu'il est membre de l'ethnie Dogon. Ils sont réputés au Mali pour avoir des pouvoirs magiques qui les protègent du mauvais sort. Chez les démineurs français, on est nettement plus cartésien. Ce soldat retrouve sous le sable d'une rue un piège explosif qui n'a pas fonctionné. La partie nord-ouest des jardins de l'enceinte extérieure de la mairie, il y a une grille, elle est supposée être piégée. Donc on va vérifier ça avec les OD. À l'intérieur de la mairie, les Français retrouveront ces roquettes et un sac d'explosifs piégés qu'ils tirent prudemment au moyen d'un filin. Jusqu'aux boutistes. Ici, un islamiste s'est décapité en se faisant exploser pour ne pas être pris vivant. Les cadavres de ces combattants montrent qu'ils sont jeunes, parfois adolescents. Certains sont en chemise, peu équipés, d'autres ont des gilets pare-balles et des tenues militaires. L'armée malienne avance une explication pour leur impressionnante résistance. Les gens là, ce sont des drogueurs. Ils sont pas bons. Ils sont drogués à quoi? Cocaïne. C'est ce qui leur permet de tenir aussi longtemps? Pour faire les combats, pour y résister. Ce soir encore, il faudra surveiller les rives du fleuve Niger. C'est par là que les djihadistes arrivent, la nuit et en pirogue. Au Cameroun, les 7 otages français enlevés le 19 février dernier restent toujours introuvables. Les militaires camerounais continuent de fouiller la région frontalière avec le Nigeria. Kitimé est à moins de 5 km de la frontière avec le Nigeria. Le petit village de l'extrême nord du Cameroun est placé sous haute surveillance. En voiture ou à pied, des gendarmes de la brigade de Dabanga mènent des actions de ratissage dans cette localité pour retrouver les 7 otages français et leurs ravisseurs. Ce jour-là, après plusieurs heures d'opération, ils rentrent bredouille au poste. Ici est désormais gardé pour besoin d'enquête le véhicule qui transportait les 7 Français lors de leur enlèvement. Le renforcement du dispositif de sécurité dans la région s'intègre dans une stratégie élaborée par les autorités camerounaises. L'objectif, c'est de rassurer les touristes étrangers. Un seul incident ne peut pas remettre fondamentalement en compte le caractère sécurisé de la destination camerounaise. Depuis l'enlèvement des 7 Français, l'activité touristique dans la région camerounaise de l'extrême nord tourne au ralenti. Le parc national de Ouaza, qui à cette période de l'année attire un grand nombre de visiteurs, semble désespérément vide. Le ministère français des Affaires étrangères vient de classer cette région zone rouge. La présidente du Brésil au Nigeria, Dilma Rousseff, a rencontré son homologue Goodluck Jonathan. Elle annonce que son pays va accroître ses relations économiques avec le premier producteur de pétrole en Afrique. En Égypte, les élections législatives auront lieu à la fin du mois d'avril. Des élections dénoncées par l'opposition. Mohamed El Baradei parle des supercheries. Il appelle au boycott. À peine annoncé et déjà contesté, les élections législatives égyptiennes prévues en avril prochain suscitent la controverse. Le chef de file de la contestation, l'opposant Mohamed El Baradei, appelle au boycott d'une élection qu'il qualifie de supercherie. Comme lui, certains Égyptiens craignent une nouvelle victoire des frères musulmans, accusés de confisquer la révolution. We don't care of
On se moque de processus politiques organisés par l'ancien régime et les frères musulmans. Ces traîtres de notre révolution font partie de l'ancien régime. Ce scrutin doit aussi permettre de rééquilibrer l'appareil législatif, car depuis juin 2012, tous les pouvoirs sont entre les mains du Conseil de la Choura, la chambre haute dominée par les islamistes. Avec ces élections, nous verrons si la révolution a réussi. Ces élections doivent stabiliser le pays. Tout le monde sera gagnant si les membres du Parlement sont respectés et soutenus. Et cela passera par ces élections. La date du scrutin, le 27 avril, fait également polémique car elle coïncide avec des fêtes chrétiennes. Le président Morsi devrait trancher dans les prochaines heures. Et on apprend que le président Mohamed Morsi a décidé d'avancer la date de ces législatives à la demande des Coptes qui célèbrent le 27 avril prochain le week-end des Rameaux. Elles débuteront donc le 22 avril. Le coup d'envoi de la 23e édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO, a été donné ce samedi au stade du 4 août de Ouagadougou sur le thème cinéma africain et politique publique en Afrique. Jusqu'au 2 mars, ce rendez-vous du 7e art accueillera 101 films de 35 pays et des jurys exclusivement féminins. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Aminata Mariko. C'est un stade du 4 août de Ouagadougou plein à craquer qui célébrait dans la liesse générale cette rencontre de toutes les cultures autour du 7e art. À côté de cette cérémonie entièrement consacrée au cinéma et aux férus de l'art, figure en bonne place la musique. Les artistes aussi bien burkinabés qu'africains se sont succédés sur le podium pour donner de l'ambiance. Dans ce jeu de rythme, le Premier ministre du Faso, Luc Adolphe Thiaw, représentant le président de la République, Blaise Compaoré, et accompagné pour l'occasion des premières dames du Gabon et du Faso, entre autres, a donné les claps officiels d'ouverture de cette 23e édition. Comme depuis sa création en 1969 par une poignée de cinéastes et de cinéphiles, de grands noms du 7e art étaient présents à cette cérémonie d'ouverture. Pour le ministre burkinabé de la Culture, les efforts du FESPACO ont contribué à l'éclosion de nouveaux talents, à une meilleure visibilité de l'Afrique et à la diversification des supports de communication et d'expression cinématographique. Abordant le choix du thème, le ministre ajoutera qu'il répond aux préoccupations de l'heure. Aujourd'hui, il est de plus en plus question que le cinéma, en tant qu'industrie culturelle, participe au développement de nos pays en créant des sources de revenus. Le cinéma reste aussi un incontournable outil d'intégration de nos peuples qui ont en partage les mêmes ambitions et les mêmes espoirs. Nous devons faire en sorte que cette dimension sociale du cinéma prenne de l'ampleur pour consolider la paix et la cohésion entre les peuples dans une Afrique souvent en proie à de multiples tensions sociales, voire identitaires, alimentées par la méconnaissance de notre appartenance à cette même entité. La nouveauté de cette 23e édition est que le jury est exclusivement féminin. Au-delà de l'aspect festif, les acteurs du cinéma africain réfléchiront sur le devenir du 7e art sur le continent et l'implication des gouvernements dans ce secteur. Les bureaux de vote italiens ont ouvert ce dimanche 24 février. Près de 50 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour des élections législatives. Le scrutin s'y déroule sur 48 heures pour permettre à un maximum d'électeurs de se prononcer. Cela parce que beaucoup d'Italiens pourraient bouder les urnes. Le chef du gouvernement sortant, le technicien Mario Monti, a glissé son bulletin dans l'urne tout à l'heure. Il a décidé de se lancer en politique pour poursuivre les réformes entamées il y a un an. Benoît XVI quittera ses fonctions jeudi prochain sur fond de scandale après des révélations de la presse sur un prétendu lobby gay au sein de la curie. Médisance, calomnie. Voici les mots du Vatican après la parution de la une à sensation du quotidien italien La Repubblica. Le Saint-Siège, qui s'était d'abord refusé à tout commentaire, a fini par sortir de sa réserve.
Il est déplorable, alors que nous nous rapprochons du moment du début du conclave, qu'il y ait une large diffusion de nouvelles souvent non vérifiées, invérifiables ou totalement fausses qui causent de graves dommages aux personnes et aux institutions. Pour le Vatican, la presse cherche à déstabiliser l'opinion à quelques semaines du conclave et de la désignation du prochain pape. Le quotidien La Repubblica, paru jeudi, évoque une enquête ultra secrète menée par la curie romaine et qui aurait révélé l'existence d'un lobby gay au sein même du Vatican. Ce même lobby aurait soumis des évêques homosexuels au chantage. Toujours d'après le journal, Benoît XVI, impuissant face à une telle anarchie, aurait décidé de renoncer à sa charge. Les rumeurs les plus folles courent donc autour du départ du pape, qui invoque officiellement des raisons de santé. En attendant, des milliers de fidèles se préparent à assister à sa dernière bénédiction dominicale à Saint-Pierre de Rome. La renonciation de Benoît XVI prendra effet jeudi prochain. Sport, enfin, pour terminer cette édition, Al-Ali d'Égypte a remporté samedi la Super Coupe de la CAF en battant l'AC Léopard du Congo-Brazzaville 2-1 à Alexandrie. Les Égyptiens, 4e lors de la dernière Coupe du monde des clubs au Japon en décembre dernier, décrochent ainsi leur 5e titre dans cette compétition annuelle qui oppose le détenteur de la Coupe CAF au détenteur de la Ligue des Champions. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Vous pourrez retrouver à partir de 19h le débat du dimanche avec Kolsian Garsou. Et pour Afrique Soir, c'est prévu pour 20h avec Djibrila Maïga. Mais d'ici là, restez en compagnie de nos programmes sur Africable Télévision. À bientôt.